Bonjour à tous, c'est un exceptionnel mais 4 vérités que nous réalisons en dehors de nos studios. Nous sommes dans le bureau de Monsieur Jean-Louis Moulot, candidat à la mairie de Grand-Bassam, élu bien évidemment. Il nous reçoit pour évoquer non seulement avec nous les contours de cette élection à rebondissement et puis ses idées pour le développement de Grand-Bassam. Bonjour, Monsieur Jean-Louis Moulot. Merci, Monsieur Niani, d'être venu à moi. Merci de nous offrir l'opportunité de nous exprimer. Comment avez-vous réagi la première fois que les élections ont été annulées par la Chambre administrative de la Cour suprême à Bassam? Eh bien, cette décision en a surpris plus d'un. Mais en ma qualité de citoyen respectueux des institutions qui fondent notre République, je n'ai pas souhaité engager de contestation violente. Et j'ai préféré donc me soumettre à cette décision de justice, ce qui nous a amené donc à retourner vers les électeurs pour solliciter à nouveau leur confiance, confiance qu'ils nous ont accordée pour la seconde fois. Et d'ailleurs, pourquoi auriez-vous contesté la décision de la Chambre administrative? Sans être magistrat, il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels la partie adverse s'était fondée, qui ne nous semblaient pas du tout crédibles. Mais comme je le disais, je ne discute pas les décisions de justice, je m'y soumets, même lorsqu'elles me sont défavorables. Et ce que je voudrais relever, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, cette décision-là prouve bien que la justice en Côte d'Ivoire est indépendante et qu'elle exerce sa responsabilité et ses prérogatives en toute souveraineté, sans immixtion de l'exécutif. Et je crois que c'est un point à saluer. Est-ce que vous redoutez en ce moment qu'on tende également vers une nouvelle reprise? Parce que votre principal adversaire, M. Ezalé, le maire sortant, va contester une fois encore ses résultats. Il va introduire un recours auprès de la CEI et auprès de la Chambre administrative. Oui, il lui est loisible d'introduire autant de recours qu'il le souhaite, mais je crois, et les populations de Bassam l'ont clairement fait savoir, qu'elles ont opté pour le changement. Elles ont opté pour le changement à travers 2 scrutins successifs en moins de 2 mois. Je crois que c'est une première en Côte d'Ivoire qu'une élection locale soit aussi disputée et que l'on invite les électeurs à s'exprimer à 2 reprises, en dépit des quelques imperfections qui ont entouré ces 2 scrutins, ce qui n'est pas un fait unique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Si vous suivez mon regard, il y a eu des élections dans certains pays qu'on qualifie aujourd'hui de grandes démocraties, qui ont fait l'objet de vifs débats et de vives contestations. Ce n'a pas empêché que les choses aillent de l'avant et que les personnes élues soient installées et puissent exercer leurs responsabilités. Aujourd'hui, donc, les Bassamoises et les Bassamois se sont exprimés à 2 reprises pour dire « nous voulons le changement » et c'est Jean-Louis Moulot qui est le maire de Grand-Bassam. Il est loisible aux candidats adverses d'introduire des recours, mais je crois que les populations sont lasses et ne souhaitent pas qu'on les prive des fêtes de fin d'année. Elles souhaitent tourner la page et qu'on puisse se consacrer au développement. Qu'est-ce qui fonde ces contestations à n'en plus finir de la part de votre adversaire, selon vous? Eh bien, peut-être que l'adversaire considère que Grand-Bassam est son patrimoine privé et qu'il l'a reçu en héritage et qu'en dehors de lui, personne ne peut gouverner cette cité. Mais je crois qu'il devrait déchanter et revenir à la réalité et accepter d'entendre la voix des électeurs de Grand-Bassam. Pendant la campagne, il a eu des mots très durs à votre égard. Il y a même des propos, je vais dire, plus ou moins pas forcément rassembleurs. Tout à fait, qui font de la xénophobie. Bon, je n'ose pas dire cela, mais comment avez-vous vécu cela? Comment avez-vous réagi par rapport à cela? Avec beaucoup de sérénité, dans la mesure où je considère que cette élection revêt un enjeu qui est l'enjeu du développement. Et ce n'est pas une élection politique. Le maire de la commune a pour mission d'œuvrer pour le développement et le bien-être de tous ses administrés. Je n'ai pas voulu donc tomber dans la poubelle et relever tous ces propos qui n'honorent pas leurs auteurs. Et je me suis consacré à expliquer aux populations le programme de développement dont nous sommes porteurs et les ambitions que nous avons pour cette belle cité qui, malheureusement, s'est endormie depuis trop longtemps. Comment se fait-il que Bassam a pu basculer comme ça dans la violence au cours de ces élections? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? De mémoire, oui. C'est la première fois que nous avons une élection qui suscite autant de tensions et d'enjeux, et avec quelques incidents violents malheureusement que nous condamnons et que nous déplorons. Je crois que c'est la première fois. Cependant, je crois que le terrain
Le lit a été préparé pour cela. Nous avons suivi lors de la première élection municipale à Grand-Bassam, le premier tour, comme il est convenu de l'appeler, les violences qui ont été consécutives à l'annonce des résultats, qui me proclamaient vainqueur, avec l'incendie de la place de l'Abissa, dans la ville historique de Grand-Bassam, avec le saccage de la cour royale d'Enzima, avec des manifestations à répétition émaillées de violence de la part du camp adverse. Il n'est donc pas surprenant que cette deuxième élection qui me donne vainqueur soit suivie de violence. Et donc j'en appelle aux autorités en charge de la sécurité à la plus grande fermeté. Les populations de Grand-Bassam ont trop souffert de ces crises. L'Abissa ne s'est tenue que sur une journée. Pourtant, c'est un événement important pour l'économie locale qui permet à des dizaines d'artisans, de commerçants, de restaurateurs d'engranger des ressources pour pouvoir justement améliorer leur quotidien. Et je trouve qu'il est injuste de priver les populations de Grand-Bassam de ces retombées-là. Il est injuste de les prendre en otage au nom d'intérêts politiques égoïstes. Qu'est-ce qui fonde d'ailleurs cette tension autour de Bassam, selon vous? Eh bien, j'en suis à me poser la question comme vous. Je me demande ce qui justifie que l'on conteste à n'en point finir deux victoires qui sont pourtant claires. Les électeurs se sont exprimés à deux reprises. Les victoires sont sans conteste. C'est la commission électorale indépendante qui a proclamé la liste RHDP vainqueur. Et ailleurs, à Port-Bouët, à Aboisseau, là où le RHDP a perdu les scrutins, vous n'avez pas vu de contestation violente, vous n'avez pas entendu de contestation ou de prise en otage de ces localités-là par le RHDP. Je voudrais donc en appeler à nouveau à la responsabilité et à la sagesse de mon adversaire pour qu'il puisse accepter de tourner la page et laisser les populations de Grand-Bassam continuer à vivre sereinement leur existence. Alors, donc, il y aura quand même que ces violences ont créé un précédent. Maintenant, il va falloir rassembler tout le monde. Si, entre-temps, il n'y avait plus de contestation, c'est sûr qu'ils vont déposer un recours auprès de la commission électorale indépendante. Donc, il faudra attendre encore un petit moment avant que vous n'occupiez le fauteuil de monsieur le maire. Il appartiendra à la justice ivoirienne, notamment la chambre administrative de la Cour suprême, qui avait donné déjà une seconde chance aux perdants. Il lui appartiendra de décider si les arguments sont fondés et si la reprise du scrutin est justifiée. Mais je crois que les populations ont clairement exprimé leur fatigue et leur souhait de pouvoir voir le maire se mettre au travail. Sur les arguments de la partie adverse, comme je le disais, c'est la justice qui va décider, mais je crois que les populations se sont déjà exprimées deux fois et que deux fois, ça suffit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'échanger quand même avec M. Ezalé? Eh bien, à la suite du premier scrutin, de ma première victoire, suite aux violences qu'il avait orchestrées, j'avais souhaité avoir un échange avec lui compte tenu des relations fraternelles qui nous liaient. J'ai souhaité avoir un échange avec lui et qu'ensemble nous puissions lancer un appel à l'apaisement, au calme, et l'encourager à utiliser des voies de recours légales en sa qualité de citoyen et de responsable, respectueux des institutions, qu'il puisse user des voies de recours légales au lieu d'occuper la rue et de prendre en otage une partie de la ville de Grand-Bassam. Malheureusement, le perdant n'a pas accepté la main tendue. J'ai mis en mission des religieux, chrétiens comme musulmans, vers lui pour l'inviter à accepter une rencontre avec moi afin que nous puissions présenter de Grand-Bassam un visage autre que celui qui est affiché aujourd'hui. Mais malheureusement, mes requêtes sont demeurées sans suite. Maintenant, il va falloir rassembler malgré tout. Le travail de rassemblement a déjà commencé, d'abord dans la composition de ma liste, contrairement aux rumeurs malveillantes qui ont été véhiculées. C'est une liste de rassemblement. Le premier adjoint sur ma liste se nomme Martin Aka. Il a été maire de Grand-Bassam, maire intérimaire suite à la disparition brutale de feu Jean-Michel Moulot. C'est un cadre du PDCI RDA qui est Nzima et qui est donc mon second sur la liste. Il a été très impliqué, tout comme le vice-président de la République qui est Nzima, dans ma campagne. Pour vous dire que notre liste est une liste d'union de rassemblement qui prend en compte toutes les sensibilités et qui veut vraiment réunir les fils et les filles de Grand-Bassam. La spécificité de Grand-Bassam, il importe de le rappeler, est que du fait de son statut de première capitale, cette localité a accueilli toutes les communautés depuis l'époque coloniale. Donc aujourd'hui, Grand-Bassam, ce sont des Nzima, ce sont des Gouro, ce sont des Bété, ce sont des Sénégalais, ce sont des Maliens qui sont des Bassamoises et des Bassamois qui cohabitent en bonne intelligence avec les Nzima et les Abourés. Il n'y a pas lieu de diviser ces populations qui s'entendent très bien jusqu'à présent. Le PDCI a toujours pensé que vous lui avez volé une victoire à Bassam.
Je ne sais pas ce qui fonde cette réflexion du PDCI-RDA qui doit comprendre que Grand Bassam n'est pas son patrimoine personnel. Grand Bassam appartient aux Bassamoises et aux Bassamois et ce sont ces électeurs qui s'expriment dans les urnes. Ces électeurs l'ont fait à 2 reprises et à 2 reprises j'ai été déclaré vainqueur. Que Grand Bassam donc puisse aller de l'avant, que le PDCI-RDA accepte que les Bassamoises et les Bassamois puissent vivre dans la quiétude et fêter tranquillement les fêtes de fin d'année. Donc pour vous, ce débat, il est clos? Le débat est clos, les électeurs se sont exprimés. Ce n'est pas un parti politique qui va décider qui doit gouverner Grand Bassam, mais ce sont bien les électeurs et les Bassamoises et les Bassamois. Quand vous occuperez le fauteuil de la mairie de Grand Bassam, j'imagine que vous avez de grands projets. C'est sur ces projets que vous avez été élu par vos administrés. Quelles sont vos 2 premières priorités? Eh bien, les attentes sont nombreuses au regard de... Surtout que tout est priorité aussi. Effectivement, mais surtout au regard de l'inaction que l'on a constatée ces 5 dernières années. Le bilan est assez mince, donc vous comprendrez que les attentes des populations sont nombreuses. Tout d'abord, la problématique de l'emploi des jeunes, des femmes. C'est un chantier prioritaire auquel j'entends m'attaquer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes, d'ailleurs, m'ont accordé massivement leur suffrage et ont soutenu ma candidature parce qu'elles ont considéré que j'étais le mieux à même de les comprendre et de répondre à leurs préoccupations. Donc la première priorité, ce sera la préoccupation de l'emploi, ce chantier prioritaire, à travers donc des dispositifs pour permettre l'insertion professionnelle des jeunes, que ce soit à travers le financement de projets, à travers des incubateurs pour permettre aux jeunes porteurs d'idées, de projets, de mettre sur pied des start-up, accompagner, encourager, avec des partenariats signés avec des institutions financières nationales pour leur permettre donc de s'épanouir. Ensuite, nous allons... Vous comptez créer combien d'emplois, je veux dire, pour votre premier mandat? Pour le premier mandat, pour être tout à fait raisonnable et réaliste, je pense que nous pourrons raisonnablement créer au moins 5 000 emplois sur Grand Bassam. Je vais parler d'abord au plan micro. Au plan micro, sur les actions que nous allons mener en notre qualité de maire de Grand Bassam. Donc, je vous ai évoqué ces incubateurs qui vont permettre aux jeunes porteurs de projets de créer des start-up. Et avec l'appui également des grands projets prévus par l'État sur Grand Bassam, je parle du centre d'oncologie, donc de traitement du cancer, financé par la Corée, qui sera mis en place sur Grand Bassam. Je parle également du nouveau campus de l'Université internationale de Grand Bassam, l'université américaine. Je parle également du port de pêche qui sera mis en place sur financement marocain. Je veux parler également de tous ces autres projets structurants comme l'usine de transformation des produits de la mer mise en place par le Conseil régional et de tant d'autres projets structurants de l'État qui vont permettre d'avoir de l'emploi pour les agents locaux, pour le personnel local. Donc nous allons servir d'interface entre les demandeurs d'emploi et ces entreprises-là. Et également, j'évoquerai le VITIB, dont les travaux connaissent une bonne avancée et qui permettront de voir de plus en plus d'entreprises s'implanter sur les territoires bassamois. Ce sont autant d'opportunités d'emploi pour nos jeunes et pour nos femmes. La deuxième priorité? Alors, la deuxième priorité, ce sera les infrastructures. Nous sommes fiers de voir Grand Bassam inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et Grand Bassam doit pouvoir présenter le visage d'une ville moderne, d'une ville développée, mais ancrée dans la tradition et dans la culture. Pour ce faire, il importe de développer le réseau routier. Ce sera une priorité et d'ailleurs, je voudrais saluer l'action du gouvernement qui, la semaine dernière, a lancé un chantier de travaux routiers au quartier France, tout ça dans le cadre de la valorisation du patrimoine de la ville historique. L'autre priorité, ce sera l'achèvement des travaux du stade de Grand Bassam en termes d'infrastructure, la réhabilitation de l'hôpital général de Grand Bassam pour le mettre aux standards nationaux, permettre aux populations bassamoises de se soigner dans de bonnes conditions. Nous allons également mettre l'accent sur le développement du réseau d'assainissement et de drainage des eaux de pluie. Vous le savez, la première cause de mortalité à Grand Bassam, c'est le paludisme et il importe donc de mettre en place des systèmes d'évacuation des eaux de pluie. Ce qui suppose aussi la construction de nouvelles infrastructures sanitaires. Exactement. Il y a 2 types d'infrastructures, les infrastructures de proximité, les centres de santé qui seront mis en place par la mairie pour rapprocher justement les structures sanitaires des populations, permettre de mieux mailler le territoire communal, mais également au niveau, donc, au niveau macro, donc travailler sur la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital général de Grand Bassam. Et j'ai évoqué le centre d'oncologie, cet hôpital régional pour l'Afrique de l'Ouest de traitement du cancer qui sera également implanté à Grand Bassam. Et d'autres projets, nous avons déjà été approchés par des opérateurs privés qui souhaitent mettre en place à Grand Bassam des cliniques privées
aux normes internationales, pour vous dire que Grand Bassam donc, sera bien desservi au plan de la santé. Il y a le côté, l'aspect touristique du développement de Grand Bassam. On sait que les attentats ont asséné un coup très dur à l'activité touristique à Grand Bassam. Je sais qu'il y a maintenant un grand projet pour une meilleure exploitation de la façade maritime. Tout à fait. Comment tout ça s'articule? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qui vient financer quoi? Qui vous aide à construire tout cela? Alors, il y aura deux niveaux d'intervention. Pour les grands projets structurants que vous évoquez, effectivement, l'aménagement du front de mer, la construction du port de pêche, l'ouverture de l'embouchure, ce sera au niveau gouvernemental, puisque, bien entendu, le budget de la mairie est nettement insuffisant pour permettre de faire face à ces besoins et de développer ces grands projets. Mais ce sont des projets structurants sur lesquels la mairie va avoir un rôle d'accompagnement pour tirer le maximum de bénéfices. Et nous allons donc au niveau local mieux travailler à valoriser le patrimoine culturel que nous avons à Grand Bassam et tirer un meilleur profit de cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la ville historique de Grand Bassam pour attirer des touristes en offrant des forfaits touristiques, des packages touristiques, que ce soit à la journée ou sur le week-end, permettre aux populations locales déjà abidjanaises ou autres de venir profiter justement des atouts de notre belle cité, mais également pour la clientèle internationale. Bassam, c'est une ville déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, mais en même temps, il faut moderniser Bassam. Comment... Eh bien, lorsque vous avez une Quelles sont les idées de l'urbaniste que vous dites? Lorsque vous avez une inscription au patrimoine mondial, c'est un atout, mais c'est également une contrainte. Ça signifie que si vous voulez aménager, développer votre ville, pour la partie inscrite au patrimoine de l'UNESCO, vous ne pouvez pas le faire sans respecter un certain cahier des charges. Ça signifie que vous devez donc vous en tenir aux prescriptions architecturales qui sont déjà existantes et respecter l'identité des bâtiments existants. Cela ne pose pas de problème. Plusieurs villes à travers le monde, je parle de Saint-Louis au Sénégal, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous avons eu l'avantage de visiter également, parviennent à préserver justement ce patrimoine et à en faire un atout, tout en permettant de développer et en dotant la ville d'infrastructures modernes et de commodités qui permettent aux touristes donc de se sentir à l'aise lorsqu'ils viennent à Grand Bassam. Cela ne posera pas de problème. Nous sommes déjà justement en possession de ces cahiers des charges-là et nous savons dans quelle direction donc nous devons avancer pour pouvoir permettre la valorisation du patrimoine bâti de Grand Bassam avec l'appui du gouvernement, mais également de certaines organisations internationales qui interviennent sur cette question. Et au niveau local Grand Bassam, nous allons faire notre part. Il y a une question essentielle, c'est la protection de l'environnement, oui, notamment la mer, puisque c'est une ressource essentielle. Tout à fait. Pour le tourisme à Grand Bassam. Vous avez des idées? Absolument. Vous savez, à la faveur de ces deux campagnes pour l'élection municipale, nous avons eu l'occasion de faire le tour de la ville et d'avoir des rencontres très enrichissantes avec les populations. Tout d'abord, en termes de préservation de l'environnement, il sera primordial, contrairement à la situation déplorable que nous notons aujourd'hui à Grand Bassam, d'avoir un système efficace de ramassage des ordures. C'est l'une des préoccupations que nous ont exprimées les populations. Et ensuite, un système d'entretien des plages, parce que pour pouvoir attirer des touristes avec cet atout que nous avons, il est important de préserver les plages et de les entretenir. Donc nous avons déjà un projet de mettre sur pied une brigade de salubrité sur les plages de Grand Bassam, une brigade de salubrité qui aura pour vocation donc d'entretenir ces plages et de permettre que les touristes puissent venir trouver des plages dans un état satisfaisant. Au niveau de l'environnement également, il est important de construire des latrines, principalement pour les populations du quartier France, qui nous a exprimé cette préoccupation pour ne pas les amener à satisfaire leurs besoins dans le milieu naturel. Donc nous allons mettre l'accent sur la construction de latrines pour les populations du quartier France et également éduquer les populations pour ne pas rejeter les déchets domestiques dans la lagune ou dans la mer afin que ce patrimoine-là puisse être préservé. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance. On espère que les décisions de, peut-être s'il y a recours ou pas, on espère en tout cas que vous occuperez très vite le fauteuil de la mairie de Grand Bassam. Je n'en doute pas, je crois que les populations l'ont exprimé 2 fois et que cette fois-ci elles seront entendues. Donc ça suffit alors? Absolument, elles m'ont dit déjà que ça suffisait et 2 fois c'est trop. D'accord, merci, merci à vous. Et très bonne journée. Merci beaucoup.